Et c'est Thierry Simon de la société PTC qui va nous expliquer un petit peu les enjeux autour de la conception dans les techniques de fabrication additive. Monsieur Simon, c'est à vous. Merci. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Thierry Simon, je suis chez PTC, Paramétrique Technologies. Je suis ici en collaboration avec la société Forcat qui distribue nos solutions. Donc, on va parler un petit peu de conception. On a vu beaucoup d'aspects sur la partie fabrication. Donc PTC en quelques mots. PTC aujourd'hui est un des 4 éditeurs majeurs en termes de solutions de conception mécanique, donc entre autres de CAO, avec Dassault Systèmes, Siemens et Autodesk. Donc PTC s'est illustré dans les années 80, je dirais en 88, par la création, par l'invention, je dirais, de la CAO paramétrique avec un outil que vous connaissez probablement qui s'appelle ProEngineer, et qui a beaucoup évolué depuis toutes ces années. Un peu plus de 30 versions majeures pour arriver aujourd'hui à un outil qui s'appelle Creo paramétrique, qui est une suite d'outils en fait, de développement très très performant. Et PTC s'est également diversifié que dans la réalité augmentée et dans l'Internet des objets. Aujourd'hui, plus de 28 000 clients, dont certains ont parfois plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de postes de CAO installés. Voilà. Bien, donc aujourd'hui je vais vous parler je dirais des impacts d'une part des impacts de la fabrication additive sur le processus de conception, et je vous parlerai des besoins que ça induit en fait côté conception. Donc des besoins qu'on a identifiés auprès de nos clients majeurs. Bien, commençons par les impacts. Donc ce que l'on voit, c'est qu'aujourd'hui, grâce à ces nouvelles technologies, les concepteurs sont en mesure de créer des nouvelles formes. Donc on a vu ça plusieurs fois au cours de la journée. Des formes creuses, des pièces creuses avec des allègements, avec des remplissages avec des formes qu'on appelle des treillis ou des lattices, qui peuvent être des lattices 2D, type 2D,5, type nid d'abeille, ou des lattices 3D. On voit apparaître aussi de plus en plus de formes organiques, on parle de biomimétisme, et on voit apparaître de plus en plus des formes qui sont issues d'optimisation topologique. Les concepteurs ont aussi intégré des nouvelles règles de conception. On a beaucoup parlé de supportage. Il est évident que si on ne prend pas en compte la notion de supportage dans la conception, on risque d'avoir des soucis. On a besoin de faire certaines vérifications géométriques par rapport aux caractéristiques ou de la technologie d'impression qu'on va utiliser. Et on a besoin aussi d'être capable d'imprimer et éventuellement d'avoir des liens forts avec certaines machines d'impression du marché. Alors, ce que l'on constate sur le terrain, alors c'est pas forcément nous, PTC, qui est allé le constater. En fait, c'est un travail de plusieurs années auprès de nos clients majeurs. Et on a détecté chez ces clients des besoins très forts qui convergeaient vers... la première chose qu'on en a remarqué, c'est que les concepteurs étaient un peu, je dirais, désorientés par rapport à ces nouvelles règles de conception qui étaient induites par cette nouvelle technologie. Ce qui nous est remonté de nos clients, en fait, c'est que les outils CAO et Creo étaient, je dirais, limités pour la création de certaines géométries, notamment les lattices, les treillis 2D et 3D. Donc il n'y avait pas d'outil de fonction simple pour générer ce genre de géométrie. Et de ce fait, eh bien, les concepteurs, s'ils souhaitaient créer des structures allégées, étaient dans la capacité de les valider par le calcul, alors que ce soit un calcul mécanique pour vérifier la résistance, la déformée de la pièce, mais également des calculs thermiques, parce que le treillis est souvent utilisé pour augmenter la surface d'échange pour des problématiques de refroidissement. Donc ce besoin qu'on a relevé du terrain, je dirais, auprès de nos clients. Donc moi j'étais chargé de certains gros clients en France, notamment dans l'armement, qui sont équipés massivement de nos solutions. Et ce sont vraiment des choses qui sont remontées très très fortes. Et également, ce qu'on a remarqué, c'est que la topologie, l'optimisation topologique se répand de plus en plus, non pas parce que c'est quelque chose qui existait déjà avant, enfin depuis longtemps, mais aujourd'hui on peut beaucoup mieux exploiter grâce à cette technologie d'impression des formes qui sont issues de l'optimisation topologique. Alors, quels sont les besoins identifiés? Donc en fait, on a travaillé sur 5 directions. La première partie, ça a été d'offrir aux concepteurs des possibilités de modélisation de structures allégées.
Leur donner également la possibilité, bien sûr, de les valider d'un point de vue calcul, comme je le disais précédemment. Travailler également sur la partie optimisation topologique, on verra très rapidement, parce qu'on en a déjà parlé, enfin, on a déjà vu des présentations dans ce sens, donc je passerai rapidement. Et également pour fournir des outils de vérification d'imprimabilité. Donc c'est pareil, tout à l'heure on a entendu dire qu'il était important d'être certain qu'il n'y avait pas de support, par exemple en technologie SLM, de support dans les zones où on ne pourrait pas les enlever. Donc c'est une évidence, mais ici on va pouvoir le valider avec une représentation très, je dirais, très théorique du support, mais qui permettra de voir qu'il y a des zones dans lesquelles il y a du supportage et que ça va poser un problème derrière en fabrication. Voilà. Et puis on a développé aussi des connectivités vers certains éditeurs de machines du marché. Donc la première chose qu'on a fait, c'est la création de structures allégées. Alors si on regarde un processus de conception d'une pièce, l'idéal, je veux dire, c'est d'être capable de concevoir la pièce, de générer une structure, de faire des boucles d'optimisation, donc de déterminer la meilleure forme, le meilleur motif, ses dimensions, faire plusieurs boucles, et après de positionner la pièce dans une cellule, de faire certaines vérifications, par exemple le supportage, les épaisseurs trop minces, pas assez minces, etc. Et puis derrière, il y a une phase de fabrication. Donc ça, c'est un process relativement classique. Ce qu'on constate dans la réalité, c'est que souvent le travail de la SAO s'arrête ici, c'est-à-dire qu'on fait une sorte de modèle massif et on confie à d'autres outils. Donc on envoie ça souvent à un fabricant qui va dire, ben voilà, je vais récupérer la pièce en format natif et je vais dessus la passer en mode STL ou la récupérer en STL, faire un travail de modélisation de treillis, éventuellement faire de l'optimisation, tout ce travail de vérification, etc. Et ça nécessite d'utiliser plusieurs logiciels différents. Et surtout, le concepteur il perd la main en fait, sur sa conception à ce niveau. Et ça, c'était vraiment une demande très forte que l'on avait de nos clients, qui était de dire, l'objectif, c'est de déplacer le domaine de l'ACO qui est là, le ramener ici. C'est-à-dire faire toute cette partie validation au sein de l'outil de conception, donc ce qui nécessite la capacité de générer ces géométries en géométrie exacte et de les simuler par la suite. Voilà. Et tout ça, bien sûr, en prenant en compte un certain nombre de règles de conception, de règles d'impression pour vérifier l'imprimabilité. Alors, on a commencé par des bibliothèques de treillis, je dirais 2D et demi, avec des formes différentes, entièrement paramétrées, donc des formes prédéfinies, avec différentes options. Des options pour, par exemple, créer des trous d'évacuation des poudres automatiquement paramétriques pour la technologie SLS, SLM, par exemple. On a créé des treillis 3D, avec toujours de nombreuses options qui permettent de configurer les treillis, jouer sur la présence des branches. On verra ça tout à l'heure dans la démonstration. Voilà, donc on peut jouer sur la présence des sphères, on peut jouer des sphères aux intersections. Ici, on peut jouer sur le profil de la section. On peut mettre des profils paraboliques, des profils droits, mettre des arrondis, toutes sortes d'options qui sont disponibles. On a travaillé aussi sur la problématique de performance. Ça a été évoqué tout à l'heure. Une personne disait qu'un modèle 3D avec des treillis, c'est lourd. C'est tout à fait vrai. Ça devient très très lourd. Et quand on diminue la taille du treillis, on a des outils où on passe en représentation simplifiée ici. Et on matérialise le treillis par une fibre moyenne. Et derrière, on est capable de le simuler avec une idéalisation avec des éléments de type poutre. Voilà, donc on est capable aussi de gérer le mode de propagation de ces treillis dans les pièces, avec différents types de propagation, radiale, semi-radiale, également plusieurs modes différents. Donc qu'est-ce que ça donne en réalité? Donc on a une pièce, par exemple, dans laquelle on a réservé certaines zones libres. On va spécifier la zone que l'on veut remplir en choisissant par défaut un type de treillis ici qui est un treillis 2D et demi de type rectangulaire. Donc on peut modifier facilement les dimensions. On peut changer le type de treillis ici en triangulaire. On a des options pour régler les dimensions, rajouter des petits rayons pour éviter les concentrations de contraintes éventuellement. Voilà, on peut modifier l'épaisseur. Donc tout ça est paramétré. Voilà, on modifie la valeur de l'arrondi et on propage le treillis de manière, je dirais, linéaire. Donc on calcule, vous voyez, la génération se fait rapidement. Là, on teste un nouveau type de répartition qui est la répartition semi-radiale. Et on peut faire également une répartition en chevron. Donc on obtient de cette manière des géométries différentes avec le même motif. Voilà. Donc ensuite, on a la possibilité ici de changer le type de motif très rapidement. Donc vous passez en nid d'abeille, vous passez en hexagonal, triangulaire, en quelques clics. Et vous avez des options, notamment pour rajouter des trous d'évacuation des poudres. Donc il suffit de cocher l'option. Donc ça, c'est vraiment des fonctions très spécifiques qui sont, je dirais, destinées aux concepteurs pour pouvoir générer des géométries rapidement
Et ça, alors ce que vous voyez là, c'est la représentation simplifiée, donc il n'a aucun intérêt dans ce cas-là, mais sur un treillis très dense, on peut le représenter par sa fibre moyenne, sa surface moyenne, et le calculer en idéalisation Coq. Voilà. Donc ça, c'était un petit exemple de treillis 2D. Maintenant, si on passe sur un treillis 3D, c'est exactement le même principe. On spécifie la zone que l'on veut remplir, toujours avec les outils de sélection. Donc on peut prédéfinir des volumes, on peut transformer une pièce complètement en treillis, complètement, ou la creuser et la remplir de treillis, ou, voilà, ou définir des zones. Donc vous voyez qu'on génère des treillis très très vite, donc en 3D. Donc on peut le modifier dynamiquement ou plus précisément à l'aide de la boîte de dialogue ici. Donc on va remettre des dimensions plus homogènes. Donc là c'est pareil, il y a du rectangle, il y a de l'octogonal, il y a de l'hexagonal, il y a du triangulaire. On peut l'orienter comme on veut dans l'espace. On peut définir son point de départ. Donc, et là, donc, on va certainement densifier un petit peu. Alors, la répartition ici en chevron, donc on peut créer un angle de biais pour avoir encore un résultat différent. Donc, toutes ces géométries, tous ces types de treillis nécessiteront bien sûr après une validation par le calcul. Donc ici, une répartition semi-radiale. On obtient encore une géométrie nouvelle. Voilà. Donc là, on revient maintenant sur un treillis plus conforme, plus classique. Donc on va enlever l'angle de biais, on va le remettre en rectangulaire, on va homogénéiser les dimensions en x, y, z. Et on va ici jouer sur la présence des différentes branches du treillis. Ça sert à configurer des treillis différents. Donc, donc avec cette option, on arrive vraiment à faire des géométries différentes, supprimer toutes les branches horizontales, verticales, etc. Voilà. Donc on va les remettre. Et puis on va maintenant densifier un peu le treillis. Donc avant de le densifier, on peut jouer aussi sur la section de ce treillis. Donc ici on passe en section rectangulaire, section hexagonale. Voilà, donc on propage la géométrie. Donc imaginez le temps que ça prendrait si on n'a pas ces outils, on passerait des journées à faire ce genre de choses. Voilà. Donc là on modifie également le profil de la branche, vous voyez on passe de linéaire à parabolique pour améliorer la propagation, la répartition des contraintes dans le modèle. Voilà. Donc là, on est pour l'instant sur des treillis relativement gros, qui nécessiteraient certainement, dans certains cas, du supportage. Mais si on passe sur des treillis un peu plus fins, donc on va réduire les dimensions ici du treillis, on va revenir à un treillis droit. On va diviser par deux la taille de ce treillis. Donc en divisant la taille, donc on obtient déjà un treillis plus dense ici. Donc on voit qu'il y a des poutres qu'on appelle des poutres suspendues. Vous voyez, ces poutres ici qui sont dans l'espace, là, qui n'ont aucun intérêt d'un point de vue mécanique, parce qu'elles sont raccrochées qu'en un point. Donc on pourrait les traiter manuellement pour les enlever, mais on va plutôt directement dans la génération du treillis, cocher l'option d'enlèvement des poutres bancales, c'est le terme utilisé. Voilà. Comme ça, on a un treillis qui est relativement cohérent. Voilà. Et si on souhaite encore densifier le treillis, là, on va avoir intérêt à passer sur une représentation plus simplifiée. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Donc on le divise encore par deux, on le passe en simplifié. Là, on visualise que la fibre neutre du treillis. Et vous verrez tout à l'heure, quand on le passera en calcul, on pourra calculer ce treillis en idéalisation poutre pour comprendre le comportement de cette pièce mécaniquement ou thermiquement. Voilà. Donc là, à partir de ce moment-là, on a intérêt à... Ça passerait probablement encore en solide, mais ça mettra un peu plus de temps. Et puis vous risquez d'avoir des petits problèmes de précision, ce qui est classique dans les outils CAO. Voilà, donc ça c'était un petit exemple de génération de treillis. Alors on sait également gérer la variabilité, c'est-à-dire qu'on définit des zones variables, des zones de transition dans lesquelles on va faire évoluer les dimensions du treillis. Donc, typiquement là je pars d'un treillis existant sur lequel il y a quand même des sphères et puis aussi des petits rayons de raccordement. Donc on va définir une zone de variabilité, on va dire à partir de cette surface ici, on crée une zone de transition de X millimètres sur laquelle le treillis va évoluer de temps à temps. Donc on peut varier le diamètre des branches et le diamètre des sphères de la même manière. Donc là, la variation est trop forte. Donc en modifiant les valeurs, on obtient quelque chose de plus homogène. Donc ça sert à renforcer mécaniquement les pièces de manière progressive pour dissiper les contraintes. Voilà. Ok. Donc ça, c'était un petit exemple de variabilité. Donc maintenant, la partie simulation. Alors comment on va simuler ce genre de structure? Alors on a deux approches. On a l'approche solide, c'est-à-dire qu'on prend le modèle, on le maille en solide, directement on le calcule. Donc c'est la méthode, j'allais dire bestiale, qui fonctionne jusqu'à un certain niveau de taille des treillis. Quand les treillis deviennent trop fins, on passe ici en idéalisation. Donc là, c'était pas utile, hein, mais sur un treillis très fin, on passe en représentation poutre, comme vous l'avez vu juste précédemment.
Donc un petit exemple. Là. Donc là, je suis sur un treillis. Vous voyez, j'ai des poutres avec des petits arrondis ici. Donc celui-là, on va le traiter en solide. Donc il y a déjà des cas de charge qui ont été positionnés. Vous voyez qu'on reste dans la même application. Hein. Donc j'ai mes cas de charge, je fais un maillage. Donc c'est un maillage géométrique. On a une technologie de maillage géométrique ici qui n'approxime pas la géométrie. Et derrière, on définit une analyse. Donc, par rapport aux cas de charge, aux efforts qui sont positionnés ici. Donc le modèle est compensé ici en inertie. Donc il n'est pas besoin de le bloquer. On lance le calcul. Et puis on obtient bien sûr donc un calcul. Je l'ai accéléré un petit peu, mais là ça prend 2-3 minutes. Et puis on va pouvoir visualiser précisément donc, la représentation des déplacements et puis la représentation des contraintes. Donc on va pouvoir post-traiter, voir précisément les zones qui nécessitent un retravail, un renforcement, voilà, ou au contraire un assouplissement. Voilà, donc ça c'est la partie simulation. Alors à partir de là, on peut faire de l'optimisation. Et là on ne parle pas d'optimisation topologique, on parle d'optimisation paramétrique. C'est-à-dire qu'on utilise tous les paramètres en fait, disponibles dans ces treillis pour faire des variations, des variabilités. Et on va être capable de définir un cahier des charges en disant, voilà, par exemple, j'ai une pièce qui est celle-ci, je veux à tout prix, cette pièce, elle subit un effort imposé, je veux à tout prix ne pas dépasser une déformée de tant de millimètres à tel endroit, je ne veux pas dépasser une contrainte maxi dans mon modèle et je veux minimiser la masse. Donc le logiciel va travailler en jouant sur les dimensions du modèle pour faire chuter la masse avec un certain nombre d'itérations. Et tout en réduisant le poids, tout en respectant la contrainte maxi autorisée et en ne dépassant pas le déplacement maxi autorisé. Voilà. Et éventuellement en évitant certaines fréquences propres qui ont été spécifiées au départ. Donc on sait faire ce genre de choses en travaillant sur la géométrie des treillis. Okay, la géométrie, le positionnement, les zones de variabilité, etc. Voilà. Donc ça c'était pour la partie treillis. Donc là il y a une autre approche de l'optimisation qui est l'optimisation topologique. Donc ça on l'a déjà vu tout à l'heure, je vais aller très vite. Donc le principe, c'est on définit un espace de travail, on définit un déchargement, des blocages, on définit un objectif, et le logiciel va enlever la matière qui contribue le moins au respect de l'objectif. Alors l'objectif, ça peut être minimiser une contrainte, diminuer un volume, ça peut être en dessous d'une certaine fréquence propre. Enfin, il y a différents cas de figure d'optimisation d'une géométrie. Et derrière, on obtient un modèle qui était facettisé, enfin un modèle en gros, c'est un modèle sur lequel on a enlevé des mailles. Derrière, on peut faire un export en stéréotographie. On peut l'imprimer directement si on le souhaite. Mais surtout, il y a en général un travail de reconstruction qui doit être fait. Ça a été aussi évoqué aujourd'hui. Donc il peut se faire, nous on a des outils pour faire ça relativement classiques. Je en parlerai tout à l'heure. Mais on produit aujourd'hui des reconstructions automatiques en géométrie NURBS exacte à partir des résultats d'optimisation topologique. Donc l'optimisation topologique, ça sert à quoi? Ça sert, à mon avis, à trois choses: à donner des bonnes idées de conception. Une optimisation topologique, ça peut très bien inspirer une conception qui derrière sera du mécano-soudé ou qui sera une géométrie avec des lattices, avec des treillis. Ça peut être aussi produire une géométrie que l'on va reconstruire précisément. Donc là, on a la problématique de reconstruction. Et ça peut être aussi une géométrie qu'on imprime directement. Donc il y a différentes options. Alors nous, ce qu'on propose, c'est soit faire de la reconstruction, je dirais, classique aujourd'hui avec la version actuelle de notre solution. Et avec la version qui arrive là dans quelques mois, on aura ici une reconstruction automatique. C'est-à-dire qu'on aura une solution qui sera complètement intégrée. Donc je vous montre un petit exemple. Donc vous ouvrez votre modèle. Donc c'est un exemple basique, très basique, mais ça permet d'aller très vite. Donc vous définissez des blocages, vous définissez un cas de charge, pardon, vous définissez des conditions limites, vous définissez les zones que vous voulez optimiser, celles qui vont être, qui vont être grignotées par le logiciel. Et vous définissez un objectif qui est ici, par exemple, de réduire la masse de 50%. Voilà. Donc vous lancez votre calcul, et à partir du moment où vous avez un résultat, donc là on définit ici l'objectif, voilà, la masse, et donc maillage, calcul, donc là il dure quelques minutes, hein. Et donc à partir de ce résultat, qui est justement le problème, le modèle que l'on doit soi-disant reconstruire, avec Créo aujourd'hui, on est capable de faire une reconstruction automatique. On obtient une surface de qualité parfaite, en continuité, en courbure partout, et qui reste modifiable. Donc c'est ce qu'on appelle une fonction de style chez nous. Donc on peut ensuite modifier, par exemple rajouter un renfort très facilement sur la géométrie. Et là, c'est une surface qu'on peut directement usiner en commande numérique, qu'on peut imprimer. Il n'y a pas de... Pas usiner, ça ne va pas être simple, mais... Donc, voilà. Donc la qualité de la surface est excellente. Et on peut bien sûr faire des modifications sur le modèle. Voilà. Donc ça, c'était la partie optimisation avec reconstruction automatique. Bien, et bien pour terminer, donc, il y a une dernière
une dernière étape du processus qu'on a adressé. Alors on fait des vérifications basiques en fait. Aujourd'hui, on n'est pas allé très loin dans ce domaine. L'idée, c'était de donner au concepteur une idée déjà du supportage qu'il risque d'avoir sur sa pièce. Donc en fonction de l'angle d'impression, il rentre l'angle d'impression, il oriente la pièce dans sa cellule d'impression et il visualise un supportage théorique, comme on le voit ici. Pardon, je vais revenir en arrière. Il visualise un supportage théorique, comme on le voit là, qui lui donne clairement des indications sur les zones où il aura à gérer un enlèvement d'un décrochage du support par rapport à la pièce. Donc si on voit apparaître du décrochage dans des zones qui sont internes, et là on va avoir un vrai souci. Donc c'est vraiment un outil pour les concepteurs de visualisation rapide de la structure de support. Et également on a un mode de représentation qui permet d'isoler en fait dans le modèle, en fonction bien sûr toujours de l'angle d'impression, les surfaces qui recevront du support. Donc visuellement on voit tout de suite les zones qui peuvent être poser une problématique. On a également des outils de vérification. Alors sur certains types d'imprimantes, sur certains procédés, on est limité en épaisseur d'impression. Quand on a des espaces trop étroits, des vides trop étroits, ça pose des soucis. Donc on a des outils de vérification. On peut configurer cette page pour avoir une indication immédiate des problématiques potentielles. Voilà, donc en conclusion, je dirais que l'idée de PTC, qui est surtout l'idée de nos clients, c'était de donner aux concepteurs des outils pour pouvoir, d'une part, générer les géométries de ces pièces-là, mais aussi de les valider valider leur comportement mécanique et thermique. Bon, c'est les choses qu'on a faites. Et ce qui est important, c'est que le concepteur puisse avoir ça dans son environnement de travail. Donc la modélisation de treillis, la simulation de ces treillis, l'optimisation topologique, la vérification de l'imprimabilité, tout ça dans le même environnement. Mais on est encore bien loin d'avoir fini parce qu'on est au tout début, hein, les technologies évoluent, il y a plein de choses encore qu'il faut faire. Par exemple, tout simplement, être capable de faire des optimisations topologiques qui combinent du treillis avec de l'optimisation topologique avec des treillis, mélanger les deux. Par exemple, proposer des outils qui vont donner des recommandations, qui vont optimiser automatiquement l'orientation de la pièce dans la cellule d'impression pour limiter le supportage. Donc c'est des choses sur lesquelles on travaille pour toujours aider le concepteur à concevoir des meilleurs produits et surtout à exploiter au mieux cette technologie qui est très puissante. Mais pour ça, il faut prendre en compte toutes ces limites et toutes ces recommandations au niveau de la conception. Voilà. Et pour terminer, voilà mon contact, si vous souhaitez poser des questions, n'hésitez pas. Si vous l'avez sur le site PTC pour en savoir plus, n'hésitez pas également. Merci bien. Merci. Gardez le micro, gardez-le. Je venais vous asseoir 2 petites secondes. J'ai mis combien de temps ? C'est pas mal, vous avez bien remonté la pente. Pas mal du tout. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Ça coûte combien ? Tout le monde est impressionné. Là. Tout le monde est impressionné. Pas de questions ? Moi, j'ai une question quand même moins technologique que humaine. On a bien vu que les nouveaux outils, c'est des outils extrêmement puissants, c'est des outils extrêmement nouveaux qui vont encore beaucoup changer. Est-ce qu'au niveau de la conception du concepteur, parce qu'au niveau des ingénieurs qui vont devoir utiliser ces outils pour optimiser l'utilisation des techniques de fabrication additive, est-ce que même au niveau de la formation ou je ne sais pas comment je peux exprimer ça, mais avant même la conception, la manière de réfléchir à construire les pièces, au-delà des outils, est-ce qu'il ne faut pas déjà changer ces méthodes-là ? Oui, c'est clair que c'est une problématique majeure. Aujourd'hui, ce que je disais tout à l'heure, les concepteurs sont un peu désorientés. Parlez bien près du micro. Ils ont perdu leur repère en termes de conception. Et moi, je vois chez mes clients pas mal d'initiatives dans ce domaine. Donc, ceux qui nous ont spécifié le produit, bien sûr, ils ont acheté la solution, ils la testent aujourd'hui. Et même eux, et parfois, ils se demandent, ils savent parfois pas très bien la frontière entre ce qu'ils font de l'optimisation topologique et ce qu'ils font du treillis, parce que chacune de ces technologies a des avantages et des inconvénients. Le treillis peut éviter, dans certains cas, d'avoir du supportage sur les treillis denses, sur certaines technologies d'impression, mais ils s'auto-supportent, donc ça peut avoir vraiment des avantages. Donc il y a vraiment 2 écoles, et c'est vrai que ça change totalement les mentalités, et aujourd'hui, c'est pas enseigné. Enfin, je pense pas que Moi, j'ai été sollicité dans des écoles pour faire des formations à ce niveau-là, donc j'espère que dans le futur, ça arrivera de plus en plus, mais c'est vrai que aujourd'hui, les concepteurs, ils sont pas formés, ils sont formés sur le tas,
ils apprennent, ils ont des Parce qu'on outils. on voit bien qu'il y a du gain à toutes les étapes Il y a du gain à toutes les étapes. Mais de la conception et de la production, mais du coup, est-ce qu'il n'y aurait pas un gain encore plus colossal à faire au niveau même Oui, des utilisateurs? Je pense qu'avec le meilleur outil de CAO, vous pouvez faire des choses qui sont pas imprimables, qui marchent pas. C'est comme une personne disait tout à l'heure, c'est pas parce que vous avez une imprimante 3D que vous allez savoir imprimer des pièces en métal. C'est pareil pour la conception. Il y a des outils, si on les utilise mal, on fait quelque chose qui ne marche pas. Donc voilà, il y a bien un travail de formation à faire, c'est essentiel. Deuxième question pour rebondir sur la remarque de tout à l'heure. Est-ce que c'est des solutions qui sont uniquement accessibles à des très grands groupes du secteur de la défense ou de l'aérospatiale, ou est-ce qu'il y a des versions pour les startups? Ah non, mais c'est accessible, c'est tout à fait accessible. Hein, c'est pas du tout. Qui c'est qui a dit c'est gratuit? C'est pas moi. Non, mais c'est tout à fait, c'est des solutions qui sont tout à fait accessibles. Hein. C'est pas du tout réservé aux grands groupes, vraiment pas. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. On peut vous applaudir encore une fois. Plaisir.